Le chagrin résonnait sous les plafonds voûtés de la cathédrale Saint-Georges. Le marié lâcha les mains de sa fiancée. Il se tourna vers une héritière milliardaire assise au premier rang. Des murmures s'élevèrent. Il abandonna sa future épouse, invoquant son manque de noblesse et de richesse. Il la laissa en larmes, dans sa robe de soie abîmée. Mais les moqueries cessèrent instantanément quand les lourdes portes en chêne s'ouvrirent à la volée. Une phalange de gardes royaux entra en marchant au pas. Ils étaient suivis par un roi européen en exercice. Le roi se dirigea droit vers la mariée en pleurs et s'inclina. Amelia Harding était une femme qui vivait sa vie dans la quête tranquille et méticuleuse de la préservation de la beauté. À 26 ans, elle était l'une des plus jeunes et des plus douées restauratrices d'art de la National Gallery de Londres. Elle passait ses journées baignée dans la douce lueur clinique de la lumière ultraviolette. Elle maniait des cotons-tiges et des solvants chimiques précis pour retirer des siècles de saleté sur des chefs-d'œuvre oubliés. Elle comprenait la patience. Elle savait que sous le vernis sombre de l'oubli, le véritable génie attendait toujours d'être révélé. Elle appliqua cette même philosophie à Nathaniel Prescott. Quand Amelia rencontra Nate pour la première fois, il était analyste junior chez JP Morgan. Il travaillait 80 heures par semaine. Il vibrait littéralement d'une ambition épuisée et désespérée. Ils se sont heurtés, au sens propre, sur un trottoir glissant de pluie à Covent Garden. Amelia avait fait tomber un dossier de radiographie. Nate avait renversé son 3e café noir de la journée. Alors qu'il se dépêchait de ramasser ses documents abîmés, leurs regards se sont croisés. Sous les traits tirés par le stress, Amelia vit un homme farouchement déterminé, profondément intelligent et incroyablement seul. Leur histoire d'amour s'est épanouie dans les moments de calme, entre les mailles de son emploi du temps chaotique. Amelia devint son sanctuaire. Nate passait ses journées dans les hautes tours de verre de Canary Wharf. Il criait par-dessus les terminaux Bloomberg et courait après des acquisitions de plusieurs millions de livres. Il passait ses nuits dans le confortable appartement d'Amelia à Islington, qui sentait la peinture. Elle lui préparait des repas simples pendant qu'il décompressait. Sa tête reposait sur ses genoux, tandis qu'elle dénouait doucement les nœuds de l'anxiété professionnelle de ses épaules. Pendant 3 ans, ils furent un parfait exemple de contraste. Elle était l'encre, il était la voile. Quand Nate la demanda finalement en mariage, c'était par une fraîche soirée d'automne à Hyde Park. Il lui offrit une modeste bague en saphir vintage. Il l'avait trouvée chez un petit bijoutier de Hatton Garden. « Ce n'est pas grand-chose », avait murmuré Nate, les mains tremblantes en la glissant à son doigt fin. « Pas encore. Mais je te le jure, Amelia, un jour je t'offrirai le monde. Tu es la seule chose réelle dans ma vie », avait pleuré Amelia, en le serrant dans une étreinte farouche. « Je ne veux pas le monde, Nate, je te veux juste toi. » Elle le crut. Elle crut en eux. Mais Amelia, malgré toute son expertise à détecter les défauts les plus profonds et cachés d'une toile du XVIIe siècle, était totalement aveugle aux fissures qui se formaient dans les fondations de sa propre vie. Le changement commença subtilement, 6 mois avant le mariage. La détermination implacable de Nate attira enfin l'attention des associés principaux de son entreprise. Il fut promu vice-président de la gestion de patrimoine privé. On lui confia le compte le plus convoité et le plus volatile de la firme, le groupe Harrington. Richard Harrington était un magnat de l'immobilier impitoyable. Il possédait la moitié de Knightsbridge et une part importante de Mayfair. Il était notoirement difficile à satisfaire. Mais plus dangereuse que Richard était sa fille unique, Victoria Harrington. Victoria avait 24 ans. Elle était armée d'un diplôme d'Oxford qu'elle utilisait rarement. Elle avait un fonds fiduciaire qui rivalisait avec le PIB d'une petite nation insulaire. Et elle avait un appétit pour acquérir tout et tout le monde. Elle faisait la une des tabloïds. On la photographiait souvent sortant d'Aston Martin devant le Claridge's, drapée de Schiaparelli sur mesure et couverte de diamants Cartier. Nate fut désigné pour être le gestionnaire de portefeuille personnel de Victoria. Quoi? Soudain, l'homme qui se dépêchait de rentrer pour manger les pâtes maison d'Amelia dînait au Dorchester 3 soirs par semaine. Il facturait des milliers de livres de truffes et de Bordeaux millésimés sur la carte de l'entreprise, sous prétexte de fidélisation de la clientèle. Amelia essaya d'être compréhensive. Elle comprenait les exigences de son monde. Mais l'odeur de Nate commença à changer. L'odeur familière et réconfortante de son savon au bois de cèdre fut remplacée par le musc vif et cher du parfum Tom Ford. Ses costumes, autrefois achetés en prêt-à-porter dans les grandes enseignes, étaient soudainement faits sur mesure,
taillé sur Savile Row. C'est le prix à payer pour réussir, Ems, disait Nate en ajustant sa cravate en soie dans le miroir, sans vraiment la regarder dans les yeux. Il faut s'habiller comme si on avait sa place à la table. Les milliardaires te dévoreront tout cru. Victoria attend un certain calibre de représentation. Victoria. Son nom commença à tomber dans leur conversation comme une pierre lourde. Victoria pensait que Nate devrait acheter une Rolex. Victoria leur avait obtenu une table dans un club privé exclusif de Soho. Victoria l'appelait à 23 heures un dimanche pour discuter des allocations de fonds spéculatifs. Amelia ignorait le nœud qui se serrait dans son estomac. Elle se concentra sur le mariage. Elle avait imaginé une petite cérémonie intime, dans une chapelle en pierre dans les Cotswolds, entourée de 50 de leurs amis les plus proches. Elle passait ses week-ends à feuilleter des magazines de mariage. Elle gérait soigneusement son modeste salaire pour s'offrir une belle, bien que sobre, célébration. Mais à mesure que l'étoile de Nate montait, son obsession pour les apparences grandissait aussi. L'homme qui l'avait demandé en mariage avec un saphir vintage dans un parc public trouvait soudain le mariage de rêve d'Amelia, désuet et sans ambition. Ames, la moitié des associés principaux de la firme, s'attendent à une invitation, argumenta Nate un soir, arpentant le tapis usé de son appartement. Richard Harrington lui-même a laissé entendre qu'il pourrait venir. On ne peut pas mettre ces gens dans une grange pleine de courants d'air à la campagne et leur servir du poulet sec. Nous devons marquer les esprits. Marquer les esprits à propos de quoi? Demanda doucement Amelia, essuyant une tache de peinture blanc de titane sur son pouce. C'est un mariage, pas une fusion d'entreprises. Nate arrêta de faire les 100 pas et la regarda. Pendant une seconde terrifiante, Amelia vit une lueur de pitié sincère dans ses yeux. C'était le regard qu'on pourrait porter à un enfant qui ne comprend pas comment fonctionne le monde réel. « Tu ne comprends tout simplement pas », soupira-t-il en attrapant sa mallette. « J'ai une réunion tardive. Ne m'attends pas. » Cette nuit-là, alors qu'Amelia était seule dans son lit, elle fixait la lueur du lampadaire qui filtrait à travers ses rideaux. La certitude tranquille qu'elle avait toujours ressentie avait disparu. Elle était remplacée par une angoisse froide et insidieuse. Elle était restauratrice. Elle savait exactement ce qui se passe quand le vernis commence à s'écailler. L'étendue de la pourriture qui infectait leur relation devint indéniable lors du gala de charité pour les enfants de Saint-Jude. C'était un événement opulent qui se tenait dans la grande salle de bal du Savoie. Nate avait insisté pour qu'Amelia y assiste. « Il est important que tu sois vue avec moi », avait-il dit en jetant une carte de crédit noire mate sur sa commode. « Achète quelque chose de bien, quelque chose qui soit à sa place. » Amelia avait refusé la carte, protégeant farouchement son indépendance. À la place, elle loua une superbe robe en soie vert émeraude. Elle était élégante et intemporelle. Quand elle se regarda dans le miroir, elle se sentit belle. Mais dès qu'elle entra dans la mer scintillante de la salle de bal du Savoie, elle se sentit totalement invisible. Nate lui adressa à peine la parole. Il était comme un requin dans l'océan, naviguant dans la pièce avec une grâce prédatrice et polie. Il serrait des mains, riait à des blagues qui n'étaient pas drôles, et il embrassait les joues de femmes couvertes de diamants Harry Winston. Amelia se tenait près de la sculpture de glace, sirotant une seule coupe de champagne. Elle regardait l'homme qu'elle aimait se transformer en un étranger. Et puis, la mer de smoking sur mesure s'écarta, et Victoria Harrington arriva. Elle portait une robe blanche sur mesure, avec un décolleté plongeant qui ne laissait absolument rien à l'imagination. Pourtant, elle parvenait à avoir l'air impeccablement aristocratique. Ses cheveux blonds glacés étaient ramenés sur une épaule. Son regard était vif, calculateur et entièrement fixé sur Nate. Amelia regarda, l'estomac noué, tandis que toute la posture de Nate changeait. Il ne se contenta pas de saluer Victoria. Il gravita autour d'elle. Il se pencha beaucoup trop près quand elle parlait. Il toucha le bas de son dos en la guidant vers le bar. Il ressemblait à un ensemble assorti. Deux belles personnes impitoyables taillées dans le même marbre froid. Déterminée à ne pas être une simple spectatrice de sa propre vie, Amelia redressa les épaules et s'approcha. Nate dit doucement Amelia en lui touchant le bras. Nate tressaillit. C'était un mouvement microscopique, mais Amelia le sentit. Il afficha instantanément son sourire professionnel. « Amelia, Victoria, voici Amelia Harding, ma fiancée. » Victoria promena lentement son regard de haut en bas sur la robe de location d'Amelia. Le sourire de l'héritière était fin comme une lame de rasoir. « Ah, la restauratrice d'art. Nate parle constamment de vous. »
C'est un plaisir de vous rencontrer, Victoria, dit Amelia, en gardant une voix stable. Vraiment? Victoria prit une lente gorgée de son martini. Nate me dit que vous passez vos journées à dépoussiérer de vieilles peintures. Quelle charmante désuétude. Ça doit être si relaxant de ne pas avoir à se soucier du monde réel. Préserver l'histoire demande une grande concentration, répondit froidement Amelia. Il s'agit de reconnaître la valeur des choses que d'autres ont jetées ou endommagées. Les yeux de Victoria brillèrent d'un amusement dangereux. Mais certaines choses, Amelia, sont tout simplement trop endommagées pour être réparées. Parfois, il vaut mieux jeter la vieille toile et en acheter une nouvelle. N'êtes-vous pas d'accord? Le silence qui s'installa entre eux trois était assourdissant. Amelia regarda Nate en silence, le suppliant d'intervenir, de la défendre, de dire n'importe quoi. Nate se racla la gorge et regarda sa montre. « Victoria, Richard a mentionné que vous vouliez revoir les projections du 3e trimestre. Si nous allions sur la terrasse où c'est plus calme. » Il ne regarda même pas Amelia en s'éloignant, la laissant seule au milieu d'une salle pleine de milliardaires. Les semaines précédant le mariage se transformèrent en un cauchemar surréaliste. Le mariage calme et rustique d'Amelia fut complètement détourné. Le lieu de la cérémonie fut brusquement changé. Au lieu des Cotswolds, ce serait la cathédrale ultra-exclusive de Saint-Georges à Mayfair. Le traiteur fut remplacé par un service de niveau étoilé Michelin. La liste des invités passa de 50 à 400 personnes, dont la plupart qu'Amelia n'avait jamais rencontrées. Quand Amelia demanda comment il pouvait se permettre tout cela, Nate mentionna nonchalamment que le groupe Harrington sponsorisait l'événement. C'était un geste de bonne volonté, une dépense de représentation. « Sponsoriser notre mariage », avait crié Amelia, son sang-froid finissant par voler en éclats. « Nate, ils achètent notre mariage. Ils t'achètent toi. Ils investissent dans mon avenir », rugit Nate en retour, le visage rouge de colère. « Pourquoi ne peux-tu pas simplement être reconnaissante d'avoir un mariage royal, Amelia, sans avoir à payer un centime? Arrête de te comporter en martyr. » Amelia cessa de discuter. Elle se replia sur elle-même, déversant toute son anxiété dans la seule chose qu'elle pouvait contrôler, sa robe. Elle avait trouvé une robe en dentelle vintage des années 1920, très abîmée, dans une boutique d'antiquités haut de gamme. Pendant 3 mois, elle passa chaque heure de libre à la restaurer méticuleusement. Elle recousait la délicate dentelle de Chantilly. Elle remplaçait à la main les perles jaunies. C'était un travail d'amour profond. Elle pensait que si elle pouvait juste réparer la robe, si elle pouvait juste arriver jusqu'à l'hôtel, tout redeviendrait normal. La folie cesserait. Elle avait tort. La veille du mariage, Nate n'est pas venu au dîner de répétition. Il lui a envoyé un texto à 21h. Crise critique avec la fusion Harrington. Tellement désolé, Ames. Je me rattraperai demain, promis. Je t'aime. Amelia était assise dans la salle à manger privée du Connaught. Elle était entourée de sa petite famille et des parents embarrassés de Nate. Elle fixait la chaise vide à côté d'elle. Elle ressentait un épuisement profond, jusqu'à la moelle. Elle l'aimait. Elle avait aimé le garçon sous la pluie. Mais elle ne connaissait pas l'homme en costume sur mesure. Elle se dit que c'était juste le trac d'avant-mariage. Elle se dit que demain, devant Dieu et 400 personnes, il la choisirait. Il le devait. Le matin du mariage était d'un soleil aveuglant. Un contraste cruel avec la sombre tempête qui grondait dans la poitrine d'Amelia. Dans la suite nuptiale du Ritz, Amelia se tenait devant un miroir doré. Elle était à couper le souffle. La robe vintage lui allait comme une seconde peau. La dentelle restaurée cascadait sur sa silhouette comme du sucre filé. Ses cheveux sombres étaient relevés en un chignon élégant, maintenu par un simple peigne en perles qui avait appartenu à sa défunte mère. Elle ressemblait à une reine d'une époque révolue. « Tu es parfaite, ma chérie », murmura sa meilleure amie et demoiselle d'honneur, Sarah, en s'épongeant les yeux avec un mouchoir. Amelia esquissa un sourire fragile. « Je l'espère, Sarah. Je l'espère vraiment. » Le trajet jusqu'à la cathédrale Saint-Georges passa comme dans un rêve. Quand la limousine s'arrêta devant les grandes marches de pierre, le cœur d'Amelia battait contre ses côtes comme un oiseau piégé. Des paparazzis étaient même regroupés près des grilles en fer. C'était la preuve du grand nombre de titans de la finance qui étaient présents. Elle sortit dans l'air vif de Londres. Les lourdes portes en chêne de la cathédrale étaient fermées. À l'intérieur, le grand orgue commença à jouer les premières notes de la suite pour violoncelle numéro 1 de Bach. C'était l'heure. Les portes s'ouvrirent, révélant une allée qui s'étendait comme une rivière cramoisie sans fin. La cathédrale était bondée.
400 visages se tournèrent pour la regarder. L'air était chargé du parfum de milliers de lys blancs, des fleurs qu'Amelia n'avait pas choisies. Amelia prit une profonde inspiration, serra son bouquet et commença à marcher. Ses yeux cherchèrent immédiatement Nate à l'hôtel. Il se tenait là, dans un costume de cérémonie impeccable, les cheveux parfaitement coiffés. Mais à mesure qu'Amelia se rapprochait, son fragile espoir se brisa. Nate ne souriait pas. Il ne pleurait pas. Son visage était un masque de résolution froide et terrifiante. Il avait l'air pâle, presque malade, mais sa mâchoire était serrée. Et pire encore, il ne la regardait pas. Ses yeux étaient fixés sur le premier rang. Le regard d'Amelia suivit le sien, et son souffle se coupa. Assise au tout premier rang, du côté de la mariée, se trouvait Victoria Harrington. Et Victoria portait du blanc. C'était une robe fourreau en soie, élégante, moderne et agressivement belle. C'était une insulte flagrante, criante, une déclaration de guerre visuelle au milieu d'un lieu sacré. Victoria était assise, les jambes croisées, un sourire suffisant et triomphant sur ses lèvres peintes, tout en soutenant le regard de Nate. Les jambes d'Amelia semblaient être de plomb, mais l'élan la porta en avant. Elle atteignit enfin l'hôtel. Elle tendit son bouquet à Sarah et monta à côté de Nate. « Nate, murmura-t-elle, la voix tremblante. Pourquoi est-elle ici? Pourquoi porte-t-elle ça ?» Nate ne répondit pas. Il ne tourna même pas la tête pour la regarder. Il garda les yeux fixés droit devant lui. Le prêtre, un homme plus âgé à l'air bienveillant, s'approcha du pupitre et se racla la gorge. « Mes bien-aimés, nous sommes réunis ici aujourd'hui devant Dieu et en présence de cette assemblée pour unir cet homme et cette femme par les saints liens du mariage. » Les mots passèrent sur Amelia comme un bruit de fond. Quelque chose n'allait terriblement pas. L'air de la cathédrale était d'une tension électrique suffocante qui lui donnait la chair de poule. Si quelqu'un ici présent peut montrer une juste cause pour laquelle ils ne peuvent être légalement unis, qu'ils parlent maintenant ou se taisent à jamais. Le prêtre marqua une pause, un silence rhétorique coutumier. Nate fit un pas en arrière. Il lâcha les mains d'Amelia. « Je le peux », dit Nate. Sa voix résonna dans l'immense cathédrale de pierre, forte et brutalement claire. Un hoquet collectif parcourut les 400 invités. Le prêtre parut déconcerté. Sarah laissa échapper un son d'horreur étranglé. Amelia se figea. Tout son corps se transforma en glace. « Nate » souffla Amelia, sa voix se brisant. « Qu'est-ce que tu fais ?» Nate se tourna enfin pour la regarder. L'homme qu'elle avait aimé, l'homme dont elle avait massé les épaules, dont elle avait nourri les rêves, la regarda avec rien d'autre qu'une pitié calculatrice. « Je ne peux pas faire ça, Amelia », dit Nate assez fort pour que les 10 premiers rangs entendent parfaitement. « Je pensais que je pouvais, mais je ne peux pas. Je suis désolé. »« Nate, s'il te plaît, » supplia Amelia, les larmes montant instantanément à ses yeux, ruinant son maquillage soigné. « Passe ici. Ne fais pas ça ici. Je le dois, » dit Nate, sa voix se durcissant, projeté vers la salle. Il se donnait en spectacle. Il voulait marquer les esprits. J'ai passé les 3 dernières années à prétendre être satisfait d'une petite vie, mais ce n'est pas le cas. J'ai un héritage à construire, Amelia. J'ai besoin d'une partenaire qui comprend le poids du monde dans lequel j'opère. Quelqu'un qui peut se tenir à mes côtés dans une salle de conseil. Pas quelqu'un qui dépoussière de vieilles peintures. La cruauté de ces mots frappa Amelia, comme des coups physiques. L'assemblée était silencieuse, suspendue à chaque syllabe horrible. L'amour ne paye pas l'hypothèque d'un empire, Amelia, continua Nate, ses yeux s'éloignant de son visage dévasté pour se poser sur le premier rang. Et je ne peux pas m'attacher à un navire en perdition juste parce que je me sens coupable. Nate descendit de l'hôtel. Il se dirigea droit vers le premier banc. Victoria Harrington se leva, sa robe blanche captant la lumière des vitraux. Elle ne regarda pas Amelia. Elle tendit simplement la main. Nate la prit. « Je suis désolé, Amelia », lança Nate par-dessus son épaule. « Mais elle peut m'offrir le monde. » Ensemble, Nate et Victoria tournèrent le dos à l'hôtel et commencèrent à redescendre l'allée. Ce fut le chaos. Les invités se mirent à chuchoter frénétiquement. La mère de Nate enfouit son visage dans ses mains. Les flashs des appareils photos depuis l'entrée crépitèrent comme des éclairs. Amelia resta figée à l'hôtel. L'humiliation était absolue. Un poids écrasant et suffocant qui la mit à genoux. Elle s'effondra sur le sol en marbre. La dentelle vintage de sa robe méticuleusement restaurée
s'étalant autour d'elle comme un nuage brisé. Elle ne pouvait plus respirer. Le son de ses propres sanglots résonna sous les hautes voûtes du plafond, un son pathétique et blessé qu'elle ne pouvait arrêter. Sa vie était finie. Elle était un spectacle public, une relique mise au rebut, abandonnée devant l'élite de Londres. Mais alors que les lourdes portes en chêne au fond de la cathédrale commençaient à se refermer derrière le couple qui partait, le bruit angoissant de la foule fut soudainement réduit au silence. Un bruit sourd, rythmé et assourdissant résonna de l'extérieur. Le bruit de lourdes bottes de combat frappant les marches de pierre en une parfaite et terrifiante synchronisation. Les lourdes portes en chêne ne se sont pas simplement ouvertes. Elles furent violemment projetées en arrière, sur leurs gonds en fer. Elles claquèrent contre les murs de pierre avec un bruit de coups de feu. L'assemblée haleta, tombant dans un silence stupéfait et haletant. Sur le seuil se tenaient 12 hommes en uniforme militaire bleu nuit impeccable, lourdement décorés de galons d'or et de médailles d'argent. Ils n'étaient pas britanniques. Ils portaient des sabres de cérémonie et leurs visages étaient taillés dans la pierre. Ils entrèrent dans la cathédrale en une double colonne parfaite. Le claquement sec de leurs bottes résonnait comme un compte à rebours. Ils formèrent un couloir au centre de l'allée, forçant violemment sur les côtés les invités restants ainsi que Nate et Victoria, stupéfaits, qui n'avaient pas encore réussi à sortir. Puis une silhouette solitaire entra dans la cathédrale. C'était un homme d'une 50aine d'années. Il avait une barbe argentée et une posture d'autorité absolue et indiscutable. Il portait un costume anthracite sur mesure, mais drapé sur ses larges épaules se trouvait un lourd manteau de velours bleu nuit. Il était épinglé d'un blason en diamant, qui faisait passer la fortune des Harrington pour de l'argent de poche. C'était le blason de la maison royale de Valdoni. C'était le roi Léopold. Les murmures dans la salle s'éteignirent complètement. Même l'air sembla s'arrêter de bouger. Le roi ne regarda pas les milliardaires. Il ne regarda pas les banquiers d'affaires. Il marcha droit dans l'allée, les yeux entièrement fixés sur la jeune femme brisée, en pleurs, effondrée sur le sol en marbre. Il atteignit l'autel. Il se tint au-dessus d'Amelia pendant un long et lourd moment. Et puis, le souverain régnant d'une nation européenne fit l'impensable. Il posa un genou à terre, plaça sa main sur son cœur et inclina la tête devant la mariée. Le silence à l'intérieur de la cathédrale Saint-Georges n'était plus seulement du calme. C'était un poids physique, un vide qui aspirait le souffle des poumons de chaque milliardaire, mondain et banquier dans les bancs. Le roi Léopold de Valdoni, un monarque dont le fonds souverain commandait des billions d'actifs européens, resta à genoux sur le sol froid en marbre. Amelia arrêta de pleurer. Le choc était si profond, si totalement hors du domaine de la réalité, que ses larmes cessèrent tout simplement. Elle regarda l'homme aux cheveux d'argent en costume anthracite et manteau de velours, son esprit luttant violemment pour traiter l'image. « Votre Majesté », murmura Amelia, la voix rauque, utilisant instinctivement le titre qu'elle avait entendu dans les journaux de la BBC. Elle essaya de ramener ses jupes de dentelle abîmées, soudainement hyper consciente de son état débraillé. « S'il vous plaît, vous ne devriez pas être par terre. Il doit y avoir une erreur. » Le roi Léopold leva lentement la tête. Ses yeux, d'un bleu perçant comme du verre de tempête, qui reflétait exactement les siens, étaient remplis de larmes non versées. « Il n'y a pas d'erreur, » dit Léopold, sa voix un baryton profond et résonnant qui portait sans effort à travers l'acoustique voûtée de la cathédrale. « J'ai passé 26 ans à scruter le visage de chaque jeune femme que je croisais, priant de retrouver celle qui m'avait été volée. Et je reconnaîtrais les yeux de Joséphine n'importe où. » Le souffle d'Amelia se coupa. Joséphine, le nom de sa mère. Josephine Harding, décédée d'une rupture d'anévrisme soudaine quand Amelia avait 14 ans, la laissant entièrement seule au monde. Joséphine, qui avait toujours refusé de parler du père d'Amelia, affirmant que c'était une histoire douloureuse qu'il valait mieux laisser enterrer. « Ma mère » balbutia Amelia, ses mains tremblant alors qu'elle serrait la dentelle déchirée de son corsage. « Vous connaissiez ma mère. » Léopold tendit sa grande main calleuse, la faisant doucement planer au-dessus de la sienne, avant de prendre délicatement ses doigts tremblants dans sa poigne. « Je ne la connaissais pas seulement, je l'aimais. Joséphine était ma femme légitime, mariée dans une paroisse tranquille en Suisse, avant que je ne monte sur le trône. Quand mon père est mort, la cour valdonienne a jugé qu'une roturière anglaise n'était pas apte à être reine. Ils ont menacé sa vie.
Ils ont menacé votre vie. Joséphine s'est enfuie pour vous protéger. Elle a changé de nom, se cachant dans l'ombre de Londres pour que mes ennemis ne puissent pas vous utiliser contre moi. Un hoquet collectif résonna depuis les premiers rangs près des portes de la cathédrale. Nate Prescott se tenait complètement paralysé. Sa main agrippait encore maladroitement les doigts de Victoria Harrington. La couleur avait complètement quitté son visage, le laissant ressembler à une figure de cire. Il était vice-président de la gestion de patrimoine. Il ne savait pas seulement qui était le roi Léopold. Il savait que la couronne valdonienne détenait une participation de 20% dans les opérations européennes de JP Morgan. Pendant 2 décennies, mes services de renseignement ont parcouru l'Europe, continua Léopold, sa voix tremblant d'un chagrin de père longtemps réprimé. Joséphine était brillante. Elle n'a laissé aucune trace écrite. Ce n'est qu'hier, lorsque des photos de ce mariage très médiatisé ont fuité dans les pages mondaines du Financial Times, que mon ministre de la Sécurité a vu votre visage, votre ossature, vos yeux, la façon même dont vous vous tenez. Vous êtes le portrait craché de votre mère. Léopold se leva lentement, sa silhouette imposante projetant une longue ombre protectrice sur Amelia. Il tourna son regard vers l'Assemblée. Le chagrin dans ses yeux s'évapora, remplacé instantanément par la colère froide et terrifiante d'un monarque régnant. Et pourtant, la voix de Léopold tomba à un registre mortellement bas qui fit se hérisser les poils sur la nuque d'Amelia. Je suis arrivé pour trouver la princesse héritière légitime de Valdonie, l'unique héritière de mon trône, en larmes sur le sol d'une église, rejetée par un homme qui n'est pas digne de lui cirer ses chaussures. Le mot frappa la pièce comme une bombe. Princesse. Sarah, debout à quelques mètres avec le bouquet de mariée abandonné, laissa échapper un couinement et se couvrit la bouche des 2 mains. Les murmures éclatèrent en une symphonie chaotique de panique et d'incrédulité. Amelia sentit le monde tourner. Princesse, héritière d'un trône. Elle était une restauratrice d'art qui mangeait des restes de plats à emporter sur son canapé. Elle était la fille qui avait passé les 3 dernières années à se faire toute petite pour s'intégrer dans les marges de la vie ambitieuse de Nate. Elle regarda par-delà le roi, ses yeux se posant sur Nate. La mâchoire de Nate était décrochée. La confiance prédatrice et calculatrice qu'il avait définie pendant des années avait entièrement disparu. Il fit un pas hésitant et tremblant en avant, retirant sa main de celle de Victoria, comme si sa peau avait soudainement pris feu. « Amelia » s'étrangla Nate, le micro toujours accroché à son revers, captant le couinement pathétique et désespéré de sa voix. « Amelia, je ne savais pas. » Amelia se leva lentement. Le lourd manteau de velours du roi frôla son bras, lui transférant une chaleur et un profond sentiment de sécurité qu'elle n'avait pas ressenti depuis la mort de sa mère. Alors qu'elle se redressait de toute sa hauteur, l'illusion de Nate Prescott se brisa enfin. Elle ne voyait plus le titan de la finance. Elle voyait un homme faible et pathétique qui courait après la surface scintillante de la vie parce qu'il n'avait aucune substance propre. « Tu ne savais pas !» répéta Amelia, sa voix résonnant dans le grand espace. Ce n'était plus la voix d'une mariée rejetée en pleurs. Elle était stable, elle était froide. « Tu ne savais pas que j'étais de sang royal, Nate. » « C'est ça que tu veux dire ?» Nate déglutit difficilement, des perles de sueur apparaissant sur son front. « Ames, s'il te plaît, on peut en parler. » J'étais confus. La pression de la fusion, le père de Victoria, ça m'est monté à la tête. « Assez !» ordonna le roi Léopold. Ce seul mot claqua comme un fouet. Les 12 gardes royaux debout dans l'allée changèrent simultanément de prise sur leurs sabres de cérémonie. Le son métallique sec fit sursauter de terreur plusieurs invités fortunés. Léopold se plaça devant Amelia, une barrière physique de fureur royale entre sa fille et l'homme qui lui avait brisé le cœur. Vous ne l'appellerez pas par ce nom familier. Vous vous adresserez à elle en tant que votre Altesse royale, ou vous ne parlerez pas du tout. Nate recula physiquement, sa respiration courte et rapide. Victoria Harrington, réalisant le changement catastrophique de pouvoir, tenta de sauver la situation. Elle s'avança, affichant son sourire aristocratique le plus étudié. « Votre Majesté » dit Victoria doucement, tentant une révérence superficielle. « Je suis Victoria Harrington. Mon père Richard et moi avons un profond respect pour la couronne valdonienne. Je vous assure que ce n'est qu'un malentendu personnel entre 2 personnes qui ne sont pas faites l'une pour l'autre. Nate a simplement réalisé que son avenir s'alignait mieux avec le groupe Harrington. » Léopold tourna lentement la tête,
évaluant l'héritière en robe fourreau blanche. Ses yeux la parcoururent avec le genre de dédain qu'on pourrait réserver à un cafard sur une table à manger. Le groupe Harrington, songea Léopold, son ton dangereusement léger. Il claqua des doigts. De l'ombre des portes de la cathédrale, un homme élégamment vêtu avec une mallette en cuir s'avança. C'était Henrik, le chancelier de l'échiquier valdonien. Il tendit au roi une fine tablette cryptée. « Il est fascinant que vous mentionniez votre avenir, mademoiselle Harrington, » dit Léopold en lisant l'écran. « Parce que, selon mon chancelier, le projet phare actuel du groupe Harrington, le réaménagement de 3 milliards de livres du secteur du luxe de Canary Wharf, est financé à 60% par le fonds d'investissement Helios. » Richard Harrington, assis au premier rang, devint soudain d'une teinte grise terrifiante. Il se leva, les genoux tremblants. « Votre Majesté, et comme tout gestionnaire de patrimoine compétent devrait le savoir, » continua Léopold, ses yeux se reportant sur Nate. « Le fonds d'investissement Helios est une société écran entièrement détenue par le fonds souverain valdonien. Ce qui signifie, Monsieur Harrington, que je possède votre dette. Je possède vos chantiers de construction. Je possède votre héritage. » Le sourire suffisant de Victoria disparut, remplacé par une expression d'horreur brute et pure. Elle regarda son père qui se tenait soudain la poitrine, cherchant désespérément ses médicaments pour l'angine de poitrine. « Henrik, » dit calmement Léopold, en rendant la tablette à son chancelier. « Oui, votre Majesté, liquidez les avoirs d'Helios dans le groupe Harrington, exigez le remboursement immédiat de tous les prêts, déclenchez les clauses de défaut. Je veux que leur action s'effondre avant l'ouverture de la bourse de Londres lundi matin. » « Non, hurla Richard Harrington, bousculant sa fille et Nate et tombant à genoux dans l'allée. « S'il vous plaît, votre Majesté, cela va ruiner ma famille. Cela détruira tout ce que nous avons construit. Vous êtes resté là, » dit Léopold, sa voix dénuée de pitié, « et avez permis à votre fille de porter du blanc au mariage d'une autre femme. Vous avez permis à ce garçon d'humilier ma chair et mon sang dans une maison de Dieu. Vous pensiez être intouchable grâce à votre richesse. Aujourd'hui, vous apprenez ce qu'est le vrai pouvoir. » Nate regarda avec une horreur absolue le milliardaire à qui il avait vendu son âme être réduit à une loque pleurante sur le sol de la cathédrale. La réalité de ce qu'il avait fait s'abattit sur lui avec la force d'une avalanche. Il n'avait pas seulement jeté une femme bien, il avait jeté un royaume littéral. Et dans le processus, il avait détruit l'empire même pour lequel il l'avait trahi. Nate regarda Amelia, des larmes coulant sur son visage. « Amelia, s'il te plaît, pardonne-moi, je t'aime. J'ai été un idiot, je ferai n'importe quoi. S'il te plaît, dis-lui juste d'arrêter. » Amelia sortit de derrière son père. Elle regarda Nate, observant son costume sur mesure de Savile Row, sa montre chère, son visage terrifié et strié de larmes. Pendant 3 ans, elle avait méticuleusement réparé ses fissures, mais en tant que maître restauratrice, elle connaissait la vérité ultime de son métier. Certaines choses sont si fondamentalement pourries jusqu'à la moelle que nulle quantité d'or ne peut les maintenir. « Quand tu m'as laissé à l'hôtel il y a 10 minutes, » dit Amelia, sa voix empreinte d'une grâce calme et dévastatrice, « tu m'as dit que tu avais besoin d'une partenaire qui pourrait t'offrir le monde. » Elle fit un geste gracieux vers le milliardaire en pleurs sur le sol, l'héritière terrifiée et la cathédrale pleine d'élites choquées. « Ceci est ton monde, Nate, » dit doucement Amelia. « Oh, profites-en. » L'air de la cathédrale Saint-Georges était entièrement toxique, empli de peur et d'ambition ruinée, alors qu'Amelia tournait le dos à Nathaniel Prescott. « Nous partons, » annonça le roi Léopold. Il offrit son bras à Amelia. Elle posa sa main sur sa manche de velours, s'ancrant à la force solide et inflexible d'un père qu'elle venait à peine de rencontrer. Alors qu'il redescendait l'allée au tapis cramoisi, les gardes royaux se déplaçaient en parfaite synchronisation, les encadrant dans un bouclier de bleu nuit et d'argent. Les 400 invités, qui chuchotaient auparavant leur commérage malveillant, s'écartèrent maintenant, comme la mer Rouge. Ils inclinèrent la tête. Certaines femmes, terrifiées d'attirer la colère du roi, tentèrent des révérences maladroites et tremblantes au passage d'Amelia. C'était un renversement surréaliste et enivrant. Amelia garda le menton haut, les yeux fixés sur les lourdes portes en chêne. Elle ne regarda pas les visages apitoyés des collègues de Nate. Elle ne regarda pas Victoria, qui hurlait maintenant hystériquement à son père de faire quelque chose. Elle sortit simplement du cauchemar pour entrer dans la lumière aveuglante du soleil de Londres.
La scène à l'extérieur de la cathédrale était stupéfiante. La rue Saint-Georges avait été complètement bouclée. Une flotte de 6 Rolls-Royce Phantom noirs blindés tournait au ralenti sur les pavés, flanqués de policiers métropolitains à moto, qui avaient été réquisitionnés par le protocole royal pour sécuriser le périmètre. Les paparazzis, retenus par des barrières en acier, devinrent absolument fous lorsque le roi émergea avec la mariée à son bras. Les obturateurs des appareils photo crépitèrent dans une vague stroboscopique aveuglante. Un garde ouvrit vivement la portière arrière de la fantôme de tête. Léopold guida doucement Amelia à l'intérieur, la dentelle abîmée de sa robe vintage se déversant sur les sièges en cuir crème moelleux. Le roi se glissa à côté d'elle, la lourde portière se refermant et étouffant instantanément les cris chaotiques de la presse. Le fantôme s'éloigna doucement du trottoir, laissant les ruines du mariage et de la vie de Nate Prescott dans son rétroviseur. À l'intérieur de la cabine silencieuse et climatisée, l'adrénaline qui avait maintenu Amelia debout commença enfin à refluer. Ses épaules s'affaissèrent, et une nouvelle vague d'épuisement la frappa avec la force d'un coup physique. Elle baissa les yeux sur ses mains, toujours tremblantes, toujours nues, là où une bague en saphir vintage aurait dû se trouver. Léopold tendit la main vers un compartiment intégré et versa un verre d'eau d'une carafe en cristal, le lui tendant. « Buvez », ordonna-t-il doucement, le ton dur du monarque entièrement remplacé par le ton doux d'un parent. Amelia prit une gorgée. L'eau la ramena sur terre. Elle regarda l'homme à côté d'elle. « Où allons-nous ?»« Au Lanesborough », répondit Léopold. « J'ai réservé la suite royale. Mon personnel médical attend pour s'assurer que vous n'êtes pas blessé. Nous avons beaucoup de choses à discuter, Amelia. Votre vie entière est sur le point de changer, et je ne veux pas vous submerger plus que je ne l'ai déjà fait. » Amelia laissa échapper un rire essoufflé et creux. « Ma vie a changé au moment où il a lâché ma main à l'autel. Tout ce qui a suivi, j'ai l'impression que c'est une hallucination. Êtes-vous vraiment mon père ?» Léopold sourit, une expression triste et profondément aimante qui fissura le masque royal de son visage. « Je le suis. Votre mère a été le plus grand amour de ma vie. Quand elle a disparu avec vous, cela m'a brisé. J'ai passé des décennies enfermé dans un mariage politique sans amour, ne produisant aucun autre héritier, attendant le jour où mon réseau de renseignements vous trouverait. Et quand ils l'ont enfin fait, quand j'ai vu le dossier hier matin, la mâchoire de Léopold se serra. J'ai lu les vérifications d'antécédents, Amelia. J'ai lu des choses sur Nathaniel Prescott. J'ai lu sur son ascension soudaine chez J.P. Morgan, sa relation avec la fille Harrington. Je savais ce qu'il prévoyait de vous faire avant même qu'il n'ouvre la bouche à cet hôtel. J'ai réquisitionné un jet privé de Genève à Heathrow. J'avais l'intention d'arrêter le mariage avant qu'il ne commence, mais le trafic londonien a retardé mon cortège. Il tendit la main et écarta doucement une mèche de cheveux sombres derrière l'oreille d'Amelia. Je suis tellement désolé de ne pas avoir été là pour l'empêcher de vous briser le cœur. Amelia se pencha contre son contact, les yeux fermés. Je suis contente que vous ayez été en retard. Léopold parut surpris. Contente? Si vous aviez arrêté le mariage avant qu'il ne commence, je me serais toujours posé des questions, murmura Amelia en ouvrant les yeux. Je me serais demandé si Nate m'aimait vraiment, si je l'avais juste perdu à cause des circonstances. Mais parce que vous étiez en retard, j'ai pu voir exactement qui il est. J'ai pu voir la vérité. Et la vérité est la seule chose sur laquelle on peut construire une vraie vie. Léopold regarda sa fille, une fierté profonde et indéniable gonflant sa poitrine. Vous avez la résilience de votre mère, mais vous avez mon acier. » Au moment où le cortège arriva à l'hôtel Lanesborough à Hyde Park Corner, le monde avait entièrement explosé. La vidéo virale du roi Léopold de Valdoni faisant irruption dans une cathédrale de Mayfair et s'inclinant devant une mariée abandonnée dominait entièrement les cycles d'information mondiaux. Elle était en première position sur toutes les plateformes de médias sociaux. Le mot-clé, la princesse rejetée, générait des millions de publications par heure. Mais Amelia était isolée du chaos numérique. À l'intérieur de la vaste et opulente suite royale, complète avec des antiquités de l'époque Régence, des vues panoramiques sur le parc et un bataillon de personnel valdonien discret, la guérison commença. Une styliste royale, une douce Française nommée Viviane, fut présentée à Amelia. Viviane ne parla pas du mariage. Elle fit simplement couler un bain chaud infusé de lavande et d'eucalyptus, aida Amelia à se défaire de la lourde robe de dentelle abîmée et l'enveloppa doucement dans un peignoir en soie.
Quand Amelia émergea dans le salon privé de la suite, son maquillage était enlevé, ses cheveux étaient détachés, et elle se sentait plus propre, plus légère. Le poids oppressant et suffocant des attentes de Nate avait disparu, emporté par les canalisations avec les restes de sa façade nuptiale. Le roi Léopold l'attendait, assis à une table à manger en acajou sur laquelle était disposé un éventail stupéfiant de nourriture. Des scones fraîchement cuits, de la crème caillée, de délicats sandwichs et des théières fumantes de thé Earl Grey. Il examinait des documents avec le chancelier Henrik, mais congédia l'homme dès qu'Amelia entra. « Asseyez-vous, s'il vous plaît, » dit Léopold en lui tirant une chaise. « Vous devez manger. » Au cours des 2 heures suivantes, tandis que le soleil se couchait sur Hyde Park, le roi exposa la vérité de son existence. Il lui montra des photos de sa mère, Joséphine, bras dessus, bras dessous, avec un jeune Léopold, souriant dans les Alpes suisses. Il expliqua la structure politique complexe de la Waldonie, une nation européenne riche et neutre, nichée entre les montagnes et la mer. Il expliqua qu'en tant que son seul enfant légitime, elle était désormais la princesse héritière. « Vous n'avez pas assumé les fonctions immédiatement », l'assura Léopold, voyant la légère panique dans ses yeux. « Vous avez vécu une vie tranquille. Je ne vous traînerai pas sous les feux aveuglants de la monarchie sans votre consentement. Mais vous êtes de sang royal, Amelia. Vous aurez un service de sécurité. Vous aurez un domaine. Vous n'aurez plus jamais à vous soucier d'une hypothèque, d'un travail ou d'un homme qui vous considère comme un fardeau. » Amelia baissa les yeux sur sa tasse de thé. « J'aime mon travail. Je restaure de l'art. Je prends des choses brisées et je les rends entières à nouveau. Je ne veux pas perdre qui je suis, juste parce que j'ai soudainement un titre. Vous ne perdrez jamais qui vous êtes, » promit férocement Léopold. En fait, la Waldonie possède l'une des archives d'art royal les plus grandes et les plus négligées d'Europe. Des centaines de toiles de la Renaissance reposent dans des coffres sombres, attendant quelqu'un avec la patience et le talent pour les ramener à la vie. Si vous souhaitez restaurer de l'art, ma fille, vous aurez l'histoire d'un royaume entier à préserver. Pour la première fois de la journée, un sourire sincère et radieux illumina le visage d'Amelia. C'était le sourire d'une femme qui avait enfin trouvé sa place dans le monde. Pendant ce temps, à 5 kilomètres de là, dans les bureaux stériles aux parois de verre de Canary Wharf, Nathaniel Prescott vivait une restauration d'un tout autre genre. Sa vie était systématiquement démantelée. Nate se tenait dans la salle de conférence de la direction de J.P. Morgan, son costume de cérémonie taché de sueur, sa cravate de travers. Assise de l'autre côté de la table, en chaîne polie, se trouvait Arthur Pendleton, le directeur général des opérations européennes, flanqué de 2 avocats d'entreprise. Arthur n'avait pas l'air en colère. Il regardait Nate comme s'il était un animal malade, qu'il fallait abattre pour la sécurité du troupeau. « Arthur, vous devez comprendre, » balbutia Nate, arpentant la pièce frénétiquement. « Je sécurisais le comte Harrington. Richard a pratiquement exigé que j'épouse Victoria pour consolider la fusion. J'agissais dans le meilleur intérêt de la firme. Espèce d'imbécile arrogant et à courte vue, » dit Arthur, sa voix mortellement calme. Il jeta un épais dossier en manille sur la table. « Avez-vous la moindre idée de ce que vous avez fait au cours des 4 dernières heures? Je peux arranger ça, » plaida Nate en s'appuyant sur la table. « Je peux parler à Victoria. Richard a encore des moyens de pression. Richard Harrington est actuellement aux soins intensifs à l'hôpital St. Thomas, victime d'un infarctus du myocarde dû au stress, » lança Arthur, son sang-froid finissant par céder. « Et sa société est officiellement insolvable. Le Fonds souverain waldonien a retiré son soutien de 3 milliards de livres il y a 1 heure. L'action du groupe Harrington est actuellement en chute libre dans les transactions après la clôture. D'ici lundi matin, ils seront en faillite. » Nate sentit son estomac tomber dans ses chaussures. « En faillite? Et ça, » continua impitoyablement Arthur, « n'est que votre 2e plus grand échec catastrophique de la journée. Votre plus grand échec est d'avoir publiquement humilié l'unique héritière du trône waldonien devant 400 personnes. » Arthur se leva, boutonnant sa veste de costume. La famille royale waldonienne détient des comptes dans cette banque totalisant plus de 40 milliards de livres. Le chancelier Henrik m'a appelé il y a 20 minutes. Il m'a informé que si Nathaniel Prescott est toujours employé par cette institution à la tombée de la nuit, la Waldonie retirera chaque centime qu'elle détient chez J.P. Morgan. Ils nous saigneront à blanc. Nate ne pouvait plus respirer.
Les murs de la salle de conférence semblaient se refermer sur lui. « Arthur, j'ai donné ma vie à cette firme. J'ai travaillé 80 heures par semaine. Vous ne pouvez pas simplement me virer. Où suis-je censé aller? Je me fiche que vous alliez travailler dans une station-service à Slough, ricana Arthur en se dirigeant vers la porte. Vous êtes renvoyé, Prescott, avec effet immédiat. Vos comptes d'entreprise sont gelés. Vos badges d'accès sont désactivés. La sécurité vous escortera hors du bâtiment. Vous avez 10 minutes pour vider votre bureau. La porte claqua, laissant Nate complètement seul dans l'immense pièce silencieuse. Il sortit son téléphone avec des mains tremblantes et composa le numéro de Victoria. Il sonna 3 fois avant qu'elle ne réponde. Victoria, haleta Nate, le désespoir suintant de chaque syllabe. Victoria, c'est moi. JP Morgan vient de me virer. Ils essaient de me faire porter le chapeau. Je dois venir chez toi. Nous devons trouver un plan. Un rire dur et amer aboya dans le récepteur. Tu es fou, Nate? Siffla Victoria, sa voix dégoulinant de venin. Mon père est à l'hôpital. Notre entreprise est en cours de dissolution par décret royal. Nous perdons tout. La maison de Mayfair, les voitures, les comptes, tout est parti. Mais nous avons l'un l'autre, plaida Nate aveuglément, s'accrochant à la dernière paille de son ego brisé. On peut reconstruire. Tu as dit que j'étais ton partenaire. Tu étais un gestionnaire de portefeuille qui était censé me rendre plus riche. Cracha violemment Victoria. Tu es un fardeau, Nate. Un pathétique fardeau fauché qui a attiré la colère d'un roi sur ma famille. Si jamais je revois ton visage, je demanderai à mes gardes du corps de te briser les jambes. Perds mon numéro. La ligne se coupa. Nate resta debout dans la lumière stérile de la salle de conférence, écoutant la tonalité. Le silence de la tour de verre était assourdissant. Il avait échangé un saphir vintage contre une couronne en plastique, et maintenant il était entièrement, totalement ruiné. Il ne lui restait plus que les fantômes de la vie qu'il avait si arrogamment jetés. L'avion Royal Valdonien, un élégant bombardier Global 7500 sur mesure, orné du blason bleu nuit de la couronne, atterrit sur la piste privée de la capitale, Aurelia. Quand Amelia descendit de l'avion, l'air frais et vif des montagnes de la nation alpine emplit ses poumons. Elle était à des mondes de la pollution et des attentes suffocantes de Londres. Pendant le premier mois, Amelia vécut dans un état d'isolement calme et protégé entre les murs tentaculaires et séculaires du Palais de Soleil. Le roi Léopold tint parole. Il ne la parada pas devant la presse. Il ne la força pas à assister à des dîners d'État ou à des réunions politiques. Au lieu de cela, il lui donna les clés des archives royales souterraines. Sous le palais se trouvait une forteresse climatisée contenant 400 ans d'histoire valdonienne. C'était le paradis d'une restauratrice. Il y avait des rangées et des rangées de portraits de la Renaissance, de tapisseries flamandes et de paysages baroques qui n'avaient pas vu la lumière du jour depuis la Seconde Guerre mondiale. Amelia installa son atelier dans une immense chambre voûtée, donnant sur les jardins du palais. Elle troqua ses robes de soie empruntées contre un tablier en toile et attacha ses cheveux. Entourée des odeurs familières et réconfortantes de la térébenthine, du vernis et de la peinture à l'huile vieillie, elle commença lentement à se reconstruire. Son premier projet fut un immense portrait du XVIIe siècle, très endommagé, de la première reine valdonienne. La toile avait été lacérée à un moment de l'histoire. La peinture était noircie par des siècles de suie. Pendant des semaines, Amelia travailla avec une précision méticuleuse et angoissante. Elle utilisa des cotons-tiges microscopiques pour enlever la saleté, retissant minutieusement les fils de la toile déchirée et assortissant les pigments originaux avec un œil de maître. En réparant la reine brisée, Amelia se réparait elle-même. Le traumatisme de la cathédrale, la piqûre humiliante de la trahison de Nate, commencèrent à s'écailler comme un vernis bon marché et jauni. Elle réalisa qu'elle avait passé toute sa vie d'adulte à se faire petite pour que Nathaniel Prescott puisse se sentir grand. Elle avait accepté des miettes d'affection, les prenant pour un festin. Mais alors que les couleurs brillantes et lumineuses de la peinture historique émergeaient enfin sous ses mains, Amelia reconnut sa propre valeur intrinsèque. Elle n'était pas un personnage secondaire dans la tragédie d'un gestionnaire de fonds spéculatifs. Elle était Amelia Harding. Elle était la princesse héritière de Valdonie. 6 mois après le mariage désastreux qui a secoué Internet, le palais valdonien annonça l'investiture officielle
de la princesse héritière. Ce devait être une diffusion mondiale, un gala scintillant organisé dans la grande salle de bal du Palais de Soleil, en présence de la noblesse européenne, de chefs d'État et de titans de l'industrie. Quand Amelia descendit enfin le grand escalier de marbre, toute la salle de bal tomba dans un silence stupéfait et haletant. Elle ne ressemblait pas à la jeune fille en pleurs et rejetée sur le sol de la cathédrale Saint-Georges. Elle portait une robe de soirée sur mesure, d'un velours bleu nuit profond, la couleur officielle de sa maison royale, qui serrait sa taille et cascadait jusqu'au sol. Épinglée sur sa poitrine se trouvait l'écharpe de l'ordre de Valdonie. Mais ce furent les bijoux qui coupèrent vraiment le souffle de la salle. Reposant sur ses cheveux sombres se trouvait le diadème de l'étoile valdonienne, un héritage inestimable de diamants parfaits et aveuglants, porté pour la dernière fois par sa mère, Joséphine. Le roi Léopold se tenait au bas de l'escalier, les yeux brillants de larmes de fierté absolue, non versées. Il lui tendit la main. « Tu lui ressembles trait pour trait », murmura Léopold en lui embrassant la joue. « Tu es magnifique. » Amelia sourit, sa posture parfaite, son regard stable et serein. « Je suis prête, père. » Les photos de l'investiture inondèrent le monde. Amelia fit la couverture de Vogue, Tatler et du magazine Time. Les médias la surnommèrent la princesse restauratrice. Ils étaient fascinés par son assurance, son intelligence et la justice poétique de son histoire. Elle n'était pas seulement une figure de proue. Elle annonça la création de la Fondation valdonienne pour les arts, consacrant des millions à la préservation des artefacts historiques mondiaux. Elle était radieuse, elle était puissante, elle était intouchable. Tandis qu'Amelia montait vers la stratosphère, Nathaniel Prescott suffoquait dans la poussière. Les retombées du désastre de la cathédrale Saint-Georges avaient été rapides, brutales et absolues. Fidèle à la parole d'Arthur Pendleton, J.P. Morgan n'avait pas seulement renvoyé Nate, mais l'avait mis sur liste noire dans tout le secteur financier. Aucune banque, aucun fonds spéculatif et aucune société de gestion de patrimoine en Europe ne voulait toucher un homme qui avait personnellement provoqué la colère d'un monarque et anéanti un compte d'entreprise de 3 milliards de livres en un seul après-midi. En novembre, les économies de Nate étaient entièrement épuisées. Son luxueux penthouse à Canary Wharf avait été saisi. Les costumes sur mesure de Savile Row avaient été mis en gage pour payer les frais de justice, car divers créanciers le poursuivaient pour rupture de contrat. Il fut contraint de déménager dans un appartement d'une chambre, humide et exiguë, à Croydon, à la périphérie de Londres. Sa relation avec Victoria Harrington s'était instantanément consumée. La faillite du groupe Harrington avait été retentissante et catastrophique. Richard Harrington avait survécu à sa crise cardiaque, mais le stress et les enquêtes pour fraude qui s'ensuivirent par l'autorité de conduite financière l'avaient laissé un homme brisé et lourdement endetté. Victoria, privée de son fonds fiduciaire, de sa maison de Mayfair et de son statut social, était devenue une paria. Aux dernières nouvelles, elle était empêtrée dans une bataille juridique féroce, tentant de vendre ses sacs à main de créateur juste pour payer ses avocats. La vie de Nate se réduisait à une routine grise et misérable. Il travaillait comme employé de saisie de données pour une entreprise de logistique en difficulté dans un parc industriel sinistre. Il passait ses journées à regarder des feuilles de calcul dans un cubicule qui sentait le café rassis et le désespoir, gagnant une fraction de son ancien salaire. C'est un mardi soir pluvieux que le coup de grâce est tombé. Nate était assis seul, dans un pub miteux, près de la gare d'East Croydon, sirotant une pinte de bière tiède et bon marché. La télévision au-dessus du bar était branchée sur BBC News. Nate ne prêtait pas attention jusqu'à ce que la voix du présentateur perce le faible murmure du pub. Et dans l'actualité culturelle ce soir, un retour triomphal à Londres pour Son Altesse Royale, la princesse héritière Amelia de Valdonie. La princesse, anciennement restauratrice d'art ici dans la capitale, est arrivée à la National Gallery ce soir pour dévoiler un chef-d'œuvre du XVIIe siècle nouvellement restauré. La tête de Nate se redressa brusquement. Son cœur martela ses côtes. Elle était là. L'écran se remplit d'images en haute définition d'Amelia, sortant d'une Rolls-Royce noire à Trafalgar Square. Elle était rayonnante, drapée dans une superbe robe de soirée cramoisie. Un délicat collier de diamants captant le flash de centaines d'appareils photos de paparazzi. Elle souriait gracieusement à la foule qui criait son nom, saluant avec une élégance calme et confiante.
Elle ressemblait à une déesse. Nate fixa l'écran, ses mains tremblant si violemment qu'il renversa sa bière sur la table en bois collante. C'était son Amelia, la fille qui lui préparait des pâtes, la fille qui lui massait les épaules quand il était stressé, la fille qui l'avait regardé comme s'il était le seul homme au monde. Une vague écœurante et suffocante de chagrin et de regret s'abattit sur lui. Il avait tenu une reine littérale entre ses mains, quelqu'un qui l'aimait purement et entièrement, et il l'avait jetée à la poubelle pour une héritière creuse et vengeresse qui l'avait abandonnée à la seconde où son compte en banque s'était tari. Le désespoir, toxique et aveuglant, s'empara de son cerveau. Les médias avaient dit qu'elle était à la National Gallery ce soir. Le gala se déroulait en ce moment même. Nate ne réfléchit pas. Il sortit en courant du pub, sans prendre la peine d'attraper son imperméable bon marché. Il sprinta vers la gare, son esprit complètement consumé par une illusion singulière et frénétique. Si je peux juste la voir, si je peux juste la regarder dans les yeux, elle se souviendra de nous. Elle est gentille. Elle me pardonnera. Trafalgar Square était une forteresse de barricades, de cordons de velours et de personnel de sécurité. La pluie tombait en une bruine continue et glaciale, mais cela n'avait pas découragé les foules d'admirateurs de la royauté, espérant apercevoir la princesse valdonienne. Nate se fraya un chemin jusqu'à l'avant de la foule, près de la sortie VIP privée, ses vêtements trempés, ses cheveux plaqués sur son front. Il attendit pendant 3 heures angoissantes dans le froid glacial, les dents claquant, son souffle formant des nuages dans l'air glacé. Juste après minuit, les lourdes portes en chêne de la National Gallery s'ouvrirent. Une phalange de gardes royaux valdoniens en bleu nuit émergea, leurs bottes claquant sèchement sur la pierre mouillée. Puis vint le roi Léopold, engagé dans une conversation polie avec le Premier ministre britannique, et enfin, Amelia. Elle sortit sur le portique, entièrement protégée de la pluie par un parapluie tenu par son service de sécurité. Elle riait de quelque chose que le directeur de la galerie avait dit, ses yeux pétillants, rayonnant d'une chaleur et d'une joie que Nate n'avait pas vue depuis leur tout premier jour ensemble. Alors qu'elle se dirigeait vers le cortège qui attendait, Nate perdit la tête. Il se glissa sous la barrière en acier, bousculant un policier métropolitain horrifié. « Amelia !» hurla Nate, sa voix se brisant de désespoir. « Amelia! Attends, s'il te plaît !» Avant que Nate ne puisse s'approcher à moins de 6 mètres d'elle, 3 gardes valdoniens le plaquèrent sur le trottoir mouillé. Une lourde botte appuya fermement contre sa colonne vertébrale, le clouant face contre terre dans une flaque d'eau. La foule haleta. Les caméras s'emballèrent, capturant la scène pathétique. Amelia s'arrêta. Elle tourna la tête, ses yeux sombres se posant sur l'homme frénétique et trempé qui se débattait sur le sol. « Lâchez-moi !» sanglota Nate, en luttant contre les gardes. « Amelia, c'est moi, c'est Nate. S'il te plaît, juste une minute. Je suis tellement désolé. J'avais tort. » Le visage du roi Léopold s'assombrit d'une fureur absolue et terrifiante. Il fit un pas en avant, prêt à ordonner que l'homme soit jeté dans la Tamise, mais Amelia posa doucement une main sur le bras de son père. « Attendez, » dit-elle doucement. Amelia marcha lentement vers la barricade. Les gardes maintinrent fermement Nate au sol, mais ils lui permirent de lever la tête. Nate la regarda. Le contraste était dévastateur. Amelia se tenait dans sa robe cramoisie, scintillant de diamants, rayonnant pratiquement de pouvoir et de grâce. Nate était couvert de boue, ses vêtements bon marché ruinés, son visage maculé de pluie et de larmes. « Amelia, s'il te plaît » s'étrangla Nate, pleurant ouvertement. « J'ai fait la plus grande erreur de ma vie. J'étais aveuglé par l'argent, par la pression, mais je t'aimais, vraiment. Il ne me reste plus rien. Victoria a tout pris. JP Morgan m'a ruiné. S'il te plaît, tu as un bon cœur. Tu répares les choses cassées. Pardonne-moi. » Amelia le regarda de haut. Son expression ne changea pas. Il n'y avait pas de colère. Il n'y avait pas de tristesse. Il n'y avait que le profond détachement clinique d'une maître restauratrice examinant un déchet qui avait été apporté par erreur dans son atelier. « Je répare les choses cassées, Nate, » dit Amelia, sa voix parfaitement calme, portant facilement par-dessus le bruit de la pluie. « Je passe ma vie à chercher la valeur sous les dommages. Je l'ai fait avec des peintures, et je l'ai fait avec toi. » Nate laissa échapper un sanglot pathétique et plein d'espoir. « Je sais que tu l'as fait. Mais ce que tu n'as jamais compris à propos de la restauration, » continua Amelia, ses yeux froids et clairs comme du cristal taillé,
c'est que certaines toiles sont tout simplement pourries jusqu'à la moelle. Aucune quantité de feuilles d'or ne peut couvrir une fondation sans valeur. Le visage de Nate s'effondra. « Emma, s'il te plaît, ne m'appelle pas comme ça », ordonna-t-elle doucement, l'autorité absolue de la couronne valdonienne résonnant dans ses mots. « Tu as laissé Amelia Harding sur le sol d'une cathédrale. Tu lui as dit qu'elle n'était pas assez bien pour ton monde. Mais tu avais tort, Nathaniel. Tu n'étais pas trop grand pour mon monde. Tu étais juste trop petit pour lui. » Elle regarda le capitaine de sa garde. « Relâchez-le. Il ne vaut pas la paperasse. » Le garde recula, libérant Nate. Il resta à genoux dans la boue, totalement paralysé par la finalité absolue de ses paroles. Amelia lui tourna le dos. Elle ne regarda pas par-dessus son épaule en marchant gracieusement vers la Rolls-Royce qui attendait. Le roi Léopold lui offrit un sourire fier et féroce en l'aidant à monter. La lourde portière claqua avec un bruit définitif, coupant les sanglots pathétiques de Nate alors que le cortège s'éloignait dans la nuit pluvieuse de Londres. Nathaniel Prescott resta à genoux dans le caniveau, entouré par les flashs des paparazzi, entièrement consumé par les ombres tandis que la femme qu'il avait rejetée s'en allait pour régner sur la lumière. Amelia a prouvé que votre vraie valeur n'est jamais définie par les gens qui sont trop aveugles pour la voir. Nate a poursuivi un empire contrefait et a perdu un chef-d'œuvre inestimable, finissant exactement là où il devait être, dans le caniveau. Mais qu'avez-vous pensé du rejet glacial d'Amelia sous la pluie? La ruine totale de Nate était-elle justifiée, ou est-ce que Victoria aurait dû subir un sort encore pire? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette histoire de Karma Royal Ultime, n'oubliez pas de liker cette vidéo, partagez-la avec un ami, et abonnez-vous pour plus d'histoires de vengeance dramatique.